Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire le résumé du chapitre 2 des quadripoles passifs et faire par la suite un exemple d'application. Ce chapitre contient deux parties, la première sur les quadripoles passifs et une deuxième partie représente les filtres passifs et leurs différents types. Commençons par les définitions. C'est quoi un quadripôle passif? Un quadripôle passif est un circuit électrique qui possède deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie. Les grandeurs d'entrée sont le courant I1 et la tension V1 et les bornes de sortie sont le courant I2 et la tension V2. Comment classifier les quadripoles? Alors, on dit qu'un quadripôle est linéaire s'il ne comporte que des éléments linéaires. Je vous rappelle par exemple la relation de la loi d'Ohm, la tension U est égale à la résistance fois le courant I. Donc, c'est une relation linéaire. Deuxièmement, on dit qu'un quadripôle est passif s'il ne comporte que des éléments passifs. Par exemple, les résistances, les capacités, les inductances. Troisièmement, on dit qu'un quadripôle est actif s'il ne contient au moins une source d'énergie, comme les générateurs de tension et de courant. Une condition nécessaire pour les quadripoles est que le courant entrant par une des bornes d'entrée soit égal au courant sortant par l'autre borne d'entrée. Ici, par exemple, I1, c'est le même courant I1 à l'entrée du quadripôle passif. La même chose ici à la sortie, le courant I2, c'est le même courant sortant au quadripôle passif. Le rôle d'un quadripôle passif est de filtrer ou amplifier un signal d'entrée, que ce soit la tension, le courant ou la puissance. Voici quelques exemples d'un quadripôle passif. Ici, par exemple, de résistance, un montage en T, un montage en P, etc. Pour simplifier l'étude des circuits électroniques complexes, nous allons utiliser la représentation matricielle. Pour cela, il faut décomposer un circuit électronique en un ensemble de quadripoles et par la suite on fait le calcul matriciel. Bien, pour décrire un quadripôle, il existe généralement quatre représentations qui relient les grandeurs d'entrée V1 et I1 par les grandeurs de sortie I2 V2, telles que les matrices d'impédance, les matrices admittance, les matrices hybrides et les matrices de transfert. Dans ce cours, nous allons intéresser aux représentations matricielles des impédances. Les équations qui permettent de déterminer la matrice impédance sont les tensions en fonction du courant. Donc, puisque vous avez deux tensions et deux courants, on peut écrire deux équations. V1 est égal à Z11 fois le courant I1 plus Z12 fois le courant I2 et la tension V2 de sortie est égale à Z21 fois le courant I1 plus Z22 fois le courant I2. Et sous forme matricielle, V1V2 est égal à la matrice Z fois les courants I1 et I2. Voici la matrice Z. Les éléments de la matrice Z sont des impédances. Z11, Z12, Z21 et Z22 sont des impédances. En régime variable, l'impédance Z, c'est l'équivalent de résistance. Dans le cas où Z11 est égal à Z22, on dit que le quadripôle est symétrique. Dans l'autre cas, si Z21 est égal à Z12, on dit que le quadripôle est réciproque. Vous voyez ici comment interpréter les paramètres de la matrice Z. Premièrement, l'impédance d'entrée Z11 est égale à V1 sur I1 lorsque le courant de sortie est nul. Deuxièmement, l'impédance de transfert inverse Z12 est égale à V1 sur I2 lorsque le courant I1 d'entrée est égal à 0.
Troisièmement, l'impédance de transfert direct Z1 est égale à V2 sur I1 lorsque le courant de sortie est nul. Et finalement, l'impédance de sortie Z2 est égale à V2 sur le courant I2 lorsque le courant d'entrée est nul. On va montrer dans cet exemple comment calculer les paramètres d'impédance Z. Donc, on considère un montage en forme T où les impédances de ce quadripôle sont les résistances R1, R2 et R3. Et voici le courant d'entrée I1, le courant de sortie I2, la tension d'entrée V1 et la tension de sortie V2. Donc, la question de cet exemple est de déterminer les paramètres Z. Pour déterminer l'impédance d'entrée Z11, le courant de sortie est nul. Donc, la sortie du quadripôle est circuit ouvert. Donc, on remarque ici que la résistance R3 comme s'il n'existe pas puisque le courant de sortie est nul. Le circuit équivalent devient comme ça. Si vous remarquez ici, les deux résistances R1 et R2 sont en série puisque c'est le même courant qui traverse ces deux résistances, le courant I1. Donc, d'après la loi d'Émile, V1 est égal à R1 plus R2 fois le courant I1. Et directement, l'impédance Z11 est égale à R1 plus R2. En utilisant le même circuit équivalent pour calculer l'impédance Z11 qui est l'impédance de transfert direct, ici puisque le courant de sortie est nul. Donc directement, si vous voyez ici la tension au borne de la résistance R2, c'est V2. Donc V2 est égal à R2 fois I. Donc directement, Z21 est égal à R2. Pour le cas Z22, l'impédance de sortie, si le courant I1 est nul, donc l'entrée du quadripôle est circuit ouvert. Alors, si vous remarquez toujours, c'est les deux résistances maintenant R2 et R3 qui sont en série, puisqu'ils traversent le même courant I2. Ok, en utilisant la loi d'Émile, la tension V2 est égale à R2 plus R3 fois le courant I2. Donc directement, Z2 est égal à R2 plus R3. On garde le même circuit précédent pour déterminer l'impédance de transfert inverse Z21 qui est égale à la tension V1 sur le courant I2. Alors directement, V1 est égal à R2 fois le courant I2. Donc Z12 est égal à la résistance R2. Et voici la représentation de matrice d'impédance Z. Si vous remarquez ici, Z12 est égal à Z21 est égal à R2. Donc, ce quadripôle est réciproque. Alors, pour caractériser un quadripôle, on connecte une source, voici la source, EG, en série avec une résistance interne RG, aux bornes d'entrée du quadripôle. Voici le quadripôle et voici l'entrée. Donc, aux bornes du quadripôle, on connecte une source et on branche un autre dipôle à la sortie du quadripôle, ce qui est ZU, comme montre cette figure. Donc, les équations qui permettent de déterminer l'état de réseau sont les deux premières équations sont les équations d'un quadripôle. La troisième équation, EG est égal à RG fois I1 plus V1, c'est d'après la loi d'Émile, voici la mile. Et la dernière équation, V2 est égal à moins ZU fois le courant I2, c'est la tension aux bornes de la charge. Ici, le signe moins, puisque la tension aux bornes de la charge est vers le bas, l'inverse du courant I2. Alors, les caractéristiques d'un quadripôle en charge sont l'impédance d'entrée ZE, l'impédance de sortie ZS, le gain en de courant et le gain en tension. D'abord, l'impédance d'entrée ZE est égale à V1 sur I1. Si vous voyez ici, la première équation, ici V1 et ici I1. L'inconnu,
c'est I2. Alors, comment trouver le courant I2? Si vous remarquez ici que l'équation 2 est égale à l'équation 4. Donc, d'après ces deux équations, on peut trouver le courant I2 et le remplace à l'équation 1 pour trouver la relation entre V1 et I1. À la fin, on trouve l'impédance ZE est égale V1 sur I1 est égal Z11 moins Z12 fois Z21 sur Z22 plus ZU. Ici, c'est ZU, l'impédance de charge. Puisque le quadrupole en charge se comporte comme un dipôle équivalent au générateur de Thevenin, donc, pour trouver l'impédance de sortie, il faut court-circuiter la source EG, sans annuler sa résistance interne RG. Ensuite, on calcule l'impédance de sortie lorsque l'impédance de charge est débranchée. Alors, si vous remarquez ici, ZS est égal à V2 sur I2. Sur l'équation 2, ici, on a V2 et on a I2. Donc, l'inconnu, c'est I1. Donc, comment trouver I1? Donc, puisque E2, EG est égal à court-circuité, donc EG est égal à 0. Donc, on fait l'équivalence entre l'équation 3 et l'équation 1 pour trouver I1 en fonction de I2 et en remplaçant cette relation dans l'équation 2 pour trouver à la fin l'impédance de sortie ZS. Le gain en courant, c'est le courant de sortie sur le courant d'entrée. Alors, pour trouver la relation entre I2 et I1, on fait l'équivalence entre l'équation 2 et l'équation 4. Après, directement, on trouve le gain en courant par cette relation. La même chose pour le gain en tension, c'est la relation entre la tension de sortie sur la tension d'entrée, en utilisant toujours ces équations pour trouver à la fin le gain en tension. Je vous remercie pour votre attention.